Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. On va aller au Proche-Orient maintenant avec un autre débat, ou tout au moins une question qui est posée par l'actualité ce matin, après que le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué sans doute par une frappe israélienne en plein Téhéran, au moment où le chef du Hamas venait rendre hommage au nouveau président de la République islamique iranienne. Le guide suprême de l'Iran a promis un châtiment sévère à Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est les prémices est-ce que c'est un risque d'escalade au Moyen-Orient et notamment, vous savez, on posait la question il y a 2 jours ici sur Sud Radio, est-ce qu'on risque une guerre régionale entre l'Iran, Israël, le Liban par exemple, peut-être la Syrie? On va poser la question à Mohamed Sifaoui. Bonjour Mohamed Sifaoui. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste, auteur de Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Vous êtes là avec nous, Mohamed Sifaoui? Oui, bonjour Thierry, oui. Je suis bien là avec vous. Eh ben, formidable, je me demandais si on vous avait coupé la chic. Alors, dites-moi, quel est vous qui êtes un spécialiste du Hamas, et alors même qu'il y a déjà eu des attentats, des assassinats ciblés, notamment par Israël, sur nombre des cadres du Hamas depuis des années, mais ça n'a jamais empêché le Hamas de sévir, si j'ose dire. Donc, quel est le risque de voir l'Iran aujourd'hui, alors que cet assassinat a eu lieu sur son sol, au moment très symbolique de la prise de pouvoir du nouveau président iranien? Est-ce que ça ne va pas pousser l'Iran, tout simplement, à une réplique très violente contre Israël? Alors, je pense qu'il y aura une réplique violente, j'en sais rien, contre Israël, mais il y aura une réplique à tout le moins symbolique. Après, son intensité, les Iraniens la mettront en place en fonction aussi de leurs intérêts stratégiques, parce que je ne pense pas qu'ils aient aujourd'hui intérêt à rentrer dans un conflit ouvert, à la fois contre Israël et contre les États-Unis. En revanche, il est évident que la République islamique d'Iran va utiliser tous ses proxys, d'abord le Hezbollah, ensuite la cinquantaine de milicites présentes en Irak, les milices chiites présentes en Syrie, évidemment les Houthis au Yémen et naturellement le djihad islamique et le Hamas à Gaza. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il faut aussi comprendre pourquoi Ismail Haniyeh a été éliminé. Il a été éliminé parce que je crois que les Israéliens, outre le fait de la riposte légitime après le 7 octobre, ils sont en train de préparer aussi l'après-Gaza. La certitude aujourd'hui, c'est que le Hamas ne va plus diriger un territoire. Ça, c'est une certitude. Ils ont réussi ça, vous pensez, les Israéliens ? Mais de toute façon, les Israéliens, toutes les sources que j'ai eu l'occasion d'interroger sont unanimes au-delà des clivages politiques qui peuvent exister entre les uns et les autres. Il y a une unanimité autour du fait que le Hamas ne va plus contrôler la bande de Gaza. Et ça, je dirais enfin, parce que c'est quand même incroyable cette histoire. Le Hamas était à l'origine un groupe terroriste, je dirais, classique, traditionnel. Il n'a pu décupler sa toxicité, sa nocivité et sa dangerosité dès le moment où il a fait main basse sur un territoire, en l'occurrence Gaza, entre 2006 et 2007, écartant au passage le Fatah et l'autorité. Mais dans toute l'histoire, Mohamed Sifaoui, du conflit palestinien et de la résistance palestinienne pour essayer d'obtenir un peu d'espace en Palestine, le Hamas a pris du poids de manière régulière, y compris après les attentats, les assassinats ciblés d'Israël. Est-ce que c'est pas simplement une façon pour Israël de ne pas perdre la face, mais sans véritable efficacité, ces attentats ciblés ? Non, franchement, je ne le crois pas, parce que effectivement, avant, il y avait une doctrine d'emploi qui faisait que Israël éliminait dirigeants après l'autre, mais
dans l'état des choses, les choses restaient statiques. En l'occurrence, ça ne bougeait pas sur le plan stratégique, parce que sur le plan stratégique, il fallait tout simplement empêcher le Hamas de contrôler un territoire. Quand le Hamas arrive à Gaza en arrivant presque à constituer un proto-État, c'est une organisation terroriste avec des moyens quasi rudimentaires. Et lorsqu'ils ont contrôlé Gaza en 2007, leur armement le plus sophistiqué, c'était quelques roquettes avec une portée de 5 km. Aujourd'hui, ils ont des missiles, certains de fabrication iranienne, et d'autres, ils ont pu développer d'ailleurs eux-mêmes leur propre arsenal militaire, avec des missiles qui peuvent atteindre des 150 km dans la profondeur de l'État d'Israël. Donc, en fait, l'erreur des autorités israéliennes, c'est d'avoir attendu tout ce temps, d'avoir laissé cette toxicité s'installer durablement et se renforcer pour devenir un relais satellitaire de l'Iran. Et de frapper les Israéliens, et surtout comme ils les ont frappés le 7 octobre. Dernière question, Mohamed Sifawi. Est-ce que paradoxalement, alors qu'on redoute une guerre régionale, au fond, est-ce qu'on ne se trompe pas complètement? Est-ce que c'est pas finalement avec la disparition d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, peut-être la fin du conflit à Gaza entre Israël et le Hamas? Non, alors la fin du conflit à Gaza va être tributaire de la réaction des tribus, comme on les appelle, les Hachaïr là-bas, c'est-à-dire les grandes familles dont on parle très peu parce que ce sont sur elles que comptent les Israéliens pour reconstruire une autre gouvernance locale. Mais par ailleurs, les Israéliens comptent sur une autorité palestinienne, non pas en l'état, celle de Mahmoud Abbas, mais réformée, reconfigurée. Et enfin, les Israéliens comptent aussi sur l'apport de leurs désormais alliés, à la fois les Émirats Arabes Unis et leur homme Mahmoud Dahlan, qui est l'ancien chef de la sécurité palestinienne et qui vit aux Émirats Arabes Unis, et qui est effectivement quelqu'un avec lequel la discussion est possible. Et par ailleurs, ils comptent aussi beaucoup sur, non pas l'argent qatari, mais l'argent des Saoudiens, pour essayer de reconstruire quelque chose, mais sans le Hamas et sans le djihad islamique. Ça, je pense que c'est une décision qui est inéluctable désormais. Merci Mohamed Sifawi, journaliste, essayiste et spécialiste du Hamas. Merci pour ces éclairages toujours aussi passionnants. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors on revient aux vacances, au tourisme et à la façon de se déplacer cet été, avec notamment les voitures électriques. Parce que la question se pose de savoir si finalement on ne prend pas un risque en partant par exemple de Lille, de Paris ou de Marseille et qu'on veut remonter au nord avec une voiture électrique. Est-ce qu'on aura assez de capacité de recharger ces batteries? C'est la question qu'on va poser à Pierre Chasseret. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. On vous connaît bien, 40 millions d'automobilistes, on vous connaît bien sur l'antenne de Sud Radio. Au fond, est-ce qu'il y a assez de bornes de recharge électrique pour tous ceux qui ont des véhicules qui sont complètement électriques cet été pour partir en vacances? Alors c'est effectivement ce que je répète inlassablement dans le petit matin, depuis maintenant plusieurs années, c'est que les voitures électriques n'ont pas toutes la même capacité en termes de batterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des véhicules électriques qui ont des batteries avec une autonomie relativement faible. Je vais prendre par exemple la Dacia Spring, c'est la plus faible des autonomies sur les véhicules électriques aujourd'hui. Et là, le départ en vacances, on oublie. Faire 600 bornes ou 700 km avec un véhicule de ce type-là, c'est pas la peine. Vous avez des véhicules beaucoup plus onéreux dans les véhicules électriques. On pense notamment à la marque qui commence par un T. Et ces véhicules vont vous permettre effectivement d'être un petit peu plus tranquille et serein. Mais attention, et c'est là le petit coup de gueule, Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, c'est qu'en fait, l'optimisation de votre batterie dépend de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc sur autoroute, vous consommez beaucoup plus. Mais aussi, ça va dépendre de la température extérieure. En fait, une batterie, pour qu'elle soit optimisée, c'est en gros aux alentours de 20 degrés dehors. Mais vous répondez pas à ma question. Je vous ai demandé s'il y avait aujourd'hui un réseau suffisant de bornes de recharge électrique. Ça se développe pas mal, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on prend un risque? Non, on prend pas de risque. Je veux dire, objectivement, vu que le parc automobile français, c'est 2% de véhicules électriques, pour l'instant, il n'y a pas de risque. Des bornes, vous allez en trouver. Le problème, c'est le temps que vous allez passer. À recharger.
recharger, parce qu'on vous promet une recharge en une demi-heure, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut être très clair. Tous les possesseurs de véhicules électriques savent très bien que pour recharger à 100%, quand on fait un trajet en vacances, c'est ça qu'on va chercher. Et ben les 100%, ils sont très longs à atteindre. Ouais. Et ça dépasse allègrement 1 heure. Et 1 heure bloquée quand il fait très chaud avec les gamins sur une aire d'autoroute, c'est Koh-Lanta. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics et puis la filière professionnelle, à la fois des industries automobiles, mais aussi des collectivités locales, essayent de développer ces réseaux de charge, et puis EDF aussi. Qu'est-ce que vous leur dites à toute cette filière pour qu'ils accélèrent le processus de mise en place de bornes de recharge? En fait, je veux pas forcément qu'ils accélèrent le processus de prise, Oui. parce que je me dis, regardez aujourd'hui l'état des aires d'autoroute. Vous avez quelques prises électriques qui prennent une place de dingue. Et on a un parc qui est constitué à 2% de véhicules électriques, c'est-à-dire, on va être très clair, rien. Si demain on avait un parc ne serait-ce qu'à 50%, c'est-à-dire qu'il faudrait multiplier par 25 l'espace qui est attribué aux prises de recharge pour les véhicules électriques. Oui. Ça paraît totalement fou. Ça va être l'équivalent d'Euro Disney, mais uniquement pour mettre des bornes électriques. Ça n'a absolument aucun sens. Donc j'ai peur qu'on se trompe, d'autant plus que les chiffres aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, où c'est l'effondrement de l'électrique, ou alors en France, où on sent que le marché est en train de se tasser, voire de régresser, eh bien ne donnent pas de crédit au gouvernement qui veut inciter pour l'instant au 100% électrique. Oui. En revanche, ce qui progresse, c'est l'hybride non rechargeable. Vous savez, les voitures hybrides dans lesquelles se rechargent automatiquement d'elles-mêmes quand elles roulent, quoi. C'est ça. C'est un petit appui électrique. Et ça, c'est l'avenir pour vous. C'est pas la même capacité. Je ne sais pas si c'est l'avenir. En tout cas, c'est la transition. Oui. S'il doit y avoir du 100% électrique un jour, il faut commencer par ce premier pas. Et tous les possesseurs de véhicules électriques le savent aussi, la valeur vénale de leurs véhicules sur le marché de la revente, du marché d'occasion, elle chute terriblement entre l'achat et le jour où vous la revendez. On a bien entendu ce matin votre analyse de la situation sur les bornes de recharge électrique. On voulait un peu savoir ce qu'il en était. Vous nous dites, il n'y a pas de danger, on peut se recharger, il faut faire attention à la température extérieure, à l'optimisation de sa charge. Et puis, vous plaidez, on l'a compris, pour les voitures hybrides dans ce domaine. Merci Pierre Chasseret d'avoir été avec nous. Et on se retrouve tout de suite avec nos invités dans Mettez-vous d'accord jusqu'à midi. C'est parti. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.